Bonjour. Le magnifique documentaire Silence Radio de Juliana van Roel a été sélectionné l'année dernière au FIFDH à Genève dans la prestigieuse section documentaire de création. Il a même été primé. Mais la projection a été annulée pour cause de pandémie et on est très fiers de pouvoir le présenter cette année en VOD, en ligne, en projection spéciale et de l'accompagner avec cette rencontre avec sa cinéaste Juliana van Roel qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Juliana, comment ça va ? Bonjour Isabelle, merci beaucoup. Très très contente de pouvoir finalement montrer ce film ici à Genève où il est né. Si j'étais au cinéma, je remercierais bien sûr le festival de l'invitation, d'avoir mis en place cette nouvelle deuxième édition en ligne qui n'est pas simple. Et je remercierais bien sûr mon équipe, mes producteurs Nicolas Vadimov, Philippe Coueteau, Akafilm et voilà et tout le reste de l'équipe qui m'a accompagnée. Ouais, c'est vraiment un énorme travail de mettre sur pied un film comme ça. Donc le film parle de Carmen Aristegui, journaliste multiprimée au Mexique et de son combat pour la liberté d'expression et pour pouvoir continuer à faire son travail. Mais j'aimerais d'abord revenir sur votre film précédent, Juliana, qui s'appelait Muchachas, qui parlait déjà de femmes mexicaines, mais qui parlait de femmes de ménage au Mexique, de ces femmes qui accompagnent presque les familles et qui sont, elles aussi, d'une certaine manière, silencieuses. Oui, c'est vrai que depuis que j'ai découvert le cinéma documentaire, en fait, que je voulais m'engager et devenir cinéaste, j'ai très bien compris le rôle d'une caméra, son pouvoir, et j'ai décidé de le pointer vers des femmes. C'est quelque chose qui m'inquiète, la place de la femme dans la société, et bien entendu, le Mexique est aussi un pays qui me passionne par sa complexité. Donc voilà, je me suis maintenant approchée de Carmen. C'était étrange d'imaginer de parler pour quelqu'un comme Carmen d'une femme qui était à ce moment-là réduite au silence, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une énorme voix au Mexique, mais pour le coup, pendant la période où on l'a filmée, elle était vraiment dans l'ombre. Oui, donc ça venait vraiment de votre envie de parler de nouveau d'une femme dans l'ombre. Mais quel a été le moment vraiment déclencheur pour vous, le moment qui vous a vraiment donné cette envie de dire il faut que ce film se fasse? Euh, je pense que c'était le moment où elle a été coupée de son émission de radio, où sa voix a disparu. J'étais ici à Genève, c'était une voix qui m'accompagnait depuis mon enfance. J'avais l'habitude de me réveiller, mon père écoutait déjà dans le salon l'émission de Carmen. C'était une voix qui m'accompagnait dans le chemin vers l'école, plus tard vers l'université. Et quand j'ai quitté le Mexique, c'était à nouveau une voix qui m'accompagnait et qui faisait un pont très important avec le Mexique. Quand cela a disparu, surtout dans le contexte où le Mexique se trouvait, ben, j'ai été très très choquée, j'ai été très en colère en fait, et ça s'est avéré comme une nécessité en fait d'essayer de mettre en place une production et d'aller au Mexique pour la rencontrer. Donc d'accord, c'était d'abord alors une colère contre en fait une injustice et une mise sous silence. Mais comme dans Muchachas, justement, vous avez un talent extraordinaire pour mettre en confiance ces femmes, les femmes que vous mettez en image. Et comment est-ce que vous avez fait pour un personnage comme Carmen, pour justement la mettre en confiance et la convaincre qu'il fallait faire ce film? Ça, c'était un travail qu'on a fait petit à petit. Ce n'était pas simple. Lorsque je suis arrivée au Mexique, ça m'a déjà pris un moment pour la contacter, pour avoir un premier entretien. Elle a accepté de faire le film, mais après, je ne savais pas exactement qu'est-ce que ça voulait dire, parce que moi, je voulais être avec ma caméra, avec elle tout le temps, et la filmer 24 heures sur 7. Et ça s'est fait petit à petit. Je pense que je lui ai montré de quoi il s'agissait. Je me suis engagée à lui montrer le film d'abord, une fois qu'il serait fini et qu'elle aurait ce droit au regard. Et je me suis engagée aussi à ne pas parler de son intimité, en tout cas de sa vie privée. Le film ne s'agissait pas de ça et voilà. Sur ces deux bases, elle a accepté et petit à petit, ben, on a réussi, comme on réussit, oui, avec peut-être n'importe quel autre personnage, à gagner sa confiance. C'est juste, son intimité est évoquée uniquement à travers la figure de son fils, qui n'est pas à l'image, et vraiment essentiellement, on la voit au travail.
Oui, c'était quelque chose que je savais déjà et qu'il fallait que je respecte. Je suis très consciente du fait qu'elle ne fait pas part de sa vie privée plus que effectivement sa situation de mère, mais en plus parce que son fils a été surveillé par ce logiciel, ce malware Pegasus. Et c'est à ce moment-là qu'il a été mis en avant, disons. Mais j'ai décidé de respecter un choix qu'elle avait fait depuis longtemps comme professionnelle et comme figure publique, en fait. Il fallait respecter ça parce que sinon, il y avait des choses, j'imagine bien, qui n'allaient pas marcher et puis qui pouvaient la mettre en danger. Non, et ce qui rend en plus la figure intéressante. Comme femme, on aurait presque plus parfois tendance à la montrer comme mère, comme dans son foyer, etc. Et c'est aussi ce qui rend le film intéressant. Un autre fil rouge passionnant du film, c'est le Mexique. Le Mexique qui est une démocratie et qui n'est pas en conflit armé officiellement, et où pourtant la situation de la liberté de la presse est absolument dramatique. Il y a eu beaucoup d'espoir avec l'élection de López Obrador en 2018, mais l'espoir semble effectivement anéanti. Oui, on m'a souvent demandé si c'était un film sur Carmen ou si c'était un film sur le Mexique pendant que j'étais en écriture et je répondais tout le temps que c'était les deux. Et j'avais du mal à me faire comprendre, ou on avait du mal en fait à imaginer comment est-ce que ça pourrait être fait. Mais pour moi, effectivement, la situation politique au Mexique était très touchante pour moi. C'était nécessaire de l'évoquer. On parle d'une démocratie, mais on parle aussi d'une dictature parfaite de ce parti, le PRI, qui a pris le pouvoir pendant 72 ans et qui change de tête, de visage de président, mais qui finalement ne change pas de système. Donc voilà, en 2018, effectivement, on a eu finalement un changement de pouvoir et un énorme espoir de vrais changements. Les chiffres aujourd'hui vis-à-vis de ce qui se passe pour les journalistes ne sont pas aussi optimistes. On continue de les assassiner tous les jours. On a les chiffres d'un pays en guerre, effectivement, malgré le fait qu'on n'est pas déclaré comme tel. Donc voilà, ça reste encore un très long chemin pour les journalistes mexicains. Ouais, c'est effectivement là aussi peut-être la guerre parfaite en soi, puisque c'est une guerre qui n'est pas déclarée et qui pourtant existe et qui fait des milliers de morts chaque année, notamment des femmes, hein. Oui, certainement. À un moment donné du montage, ma monteuse m'a posé la question quelle était la malédiction, si on pouvait le dire comme ça, du Mexique. Et comme bonne Mexicaine, je réponds, on a cette frontière, on a ce voisinage avec les États-Unis, on a la drogue qui passe par notre territoire et notre frontière. Et je pense oui, la raison de base, en fait, peut se répondre par ce lien et par ce voisinage. Et ça crée une tension qui est passionnante dans le film et qui est à la fois absolument tragique et terrible. C'est ce sentiment de danger et de mort qui rôde en fait en permanence pour Carmen. On l'a senti, moi je l'ai senti personnellement du moment où j'ai mis les pieds au Mexique au tout début du projet, que j'ai commencé à la chercher et je sentais qu'il y avait vraiment une ambiance d'une certaine paranoïa où voilà, elle se méfiait, son équipe se méfiait et qu'il y avait bien une raison de cette méfiance. Euh, on avait beau croire, avant l'assassinat d'un journaliste qui s'appelait Rubén Espinosa, que la ville de Mexico était épargnée de ce genre voilà, d'événements. Mais voilà, de voir l'assassinat de Rubén Espinosa, la ville de Mexico rapprochait le danger de Carmen. De voir ensuite, pendant qu'on tournait l'assassinat de Javier Valdez, que j'ai décidé de mettre en scène aussi, un journaliste reconnu à l'international, donc qui était quelque part protégé, on pouvait croire ça par sa visibilité. Voilà, à nouveau, à midi, en face de son bureau, assassiné avec 12 tirs, 12 balles. Miroslava Bric, aussi une femme journaliste qui a été assassinée en plein jour au nord du pays. Donc voilà, on sentait que ça pouvait arriver à Carmen.
et que ça pouvait arriver n'importe quand. Donc, c'était quelque chose que je tenais, en fait, cette émotion, cette sensation qu'on a vécue tout au long du tournage, de pouvoir la transmettre d'une façon dans le film. Ouais, effectivement, et ça crée une tension permanente et c'est vraiment difficile d'imaginer d'un point de vue extérieur ce que vit Carmen tous les jours en étant réellement menacée quotidiennement et en décidant quand même de continuer son combat. Oui, c'était une des grandes questions au début pour moi. Pourquoi elle a décidé de rester au Mexique? Il y a tellement de journalistes qui décident de se réfugier ailleurs. C'est, voilà, à mon avis, un autre des caractéristiques de ce personnage de Carmen qui la rend extrêmement courageuse. Et voilà, elle croit au Mexique. Elle décide, je suppose, d'essayer de faire en sorte d'éviter que ce danger peut vraiment être fatal. Et puis, elle continue tous les jours de travailler pour ce pays qu'elle aime. Voilà. Et ces assassinats de journalistes que vous nous citez, est-ce qu'ils ont été jugés ou est-ce que l'impunité a été plus forte que tout de nouveau? Alors, dans 99,9 des cas, les cas sont impunis. Bon, il y a une impunité. Par contre, pour Miroslava Breach, mais ça, c'est un cas extraordinaire et heureusement, et qui a été célébré par l'ensemble des journalistes mexicains, le gouverneur de l'État de Chihuahua, c'est un gouverneur très, très spécial, très particulier, parce qu'il a vraiment tenu sa parole et c'est un cas, le seul, en tout cas, qui a été vraiment résolu. Et vous-même, Juliana, pendant le tournage, est-ce que vous vous êtes sentie menacée, puisque vous êtes aussi mexicaine et bien sûr aussi cinéaste? Oui, je le dis aussi dans une scène du film. On venait de commencer le tournage, on venait de rentrer de la ville de Washington où on avait été vu en public pour la première fois avec Carmen et on est rentré chez moi, ça c'est où j'habitais avant de quitter le pays et c'est où on a logé avec l'équipe pendant tous les mois où on a tourné. Et voilà, c'était un dimanche. Je vais jamais oublier cette sensation d'arriver et de voir que la porte, en fait, elle avait été forcée comme si quelqu'un aurait essayé de rentrer. Alors moi, je peux pas dire, et j'insiste toujours sur ça, je peux pas dire que c'était en lien avec le travail qu'on était en train de faire, mais c'était la première fois que cela arrivait dans un appartement où on a vécu pendant plus de 30 ans. Donc forcément, on fait des corrélations immédiatement, et c'est vrai que c'était très glaçant. Ça nous a motivé à prendre un cours pour suivre un protocole de sécurité pour les journalistes qui travaillent sous pression et dans un environnement très, très dangereux. On a suivi tout le long du projet ce protocole. C'était la seule chose qu'on pouvait faire, vraiment. Et ça m'amène aussi où tout à coup vous avez vécu une petite partie de ce que vit Carmen quotidiennement. Et ça m'amène quand même à un fil qui me semble très important dans le film, c'est votre identification à Carmen Aristegui. Vous êtes deux femmes, vous êtes mexicaines, vous m'aviez dit aussi que vous êtes toutes les deux descendantes de réfugiés espagnols. Donc est-ce que d'une certaine manière, cette identification, jusqu'à quel point elle s'est faite? Elle est vraiment intéressante dans le film. Oui, c'est quelque chose en fait que j'ai découvert au début du projet parce que c'est pas forcément, je veux dire que Carmen était aussi petite fille, fille de réfugiés de la guerre civile espagnole et voilà, j'ai compris cet amour pour le Mexique, un pays d'accueil. Ça m'a aussi fait penser à tellement de choses que j'ai appris en tant que fille de réfugiés. On nous a inculqué en fait d'être d'être réveillée politiquement, d'être inquiète. Moi, non, d'être inquiète par rapport à ce qui se passait au Mexique, mais toujours dans cette relation, voilà, de sentir qu'on était accueillis dans un, je veux dire, mes grands-parents qui étaient accueillis dans ce pays et donc qu'on devait quelque chose en retour. Donc il y a ça aussi, c'est ces deux femmes qui se regardent et qui s'observent et qui travaillent ensemble d'une certaine manière.
Oui, ben chacune est toute proportion gardée. Je veux dire, pour moi, Carmen, c'est quelque chose qui m'a été souvent critiqué, qu'il y a un hommage. Moi, je veux dire, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je sens que c'est un personnage vraiment important. Le fait qu'elle soit une femme m'inspire aussi profondément. Mais on était, voilà, chacune dans cette espèce de dialogue que j'ai essayé de mettre en place à travers le film. Elle avec le journaliste et moi le journalisme, moi avec le cinéma, mais certainement avec des questionnements qui s'entrecroisent. Et comment va Carmen maintenant? Écoutez, elle va mieux dans le sens où elle a récupéré la possibilité d'être écoutée à la radio, et je veux dire la radio analogique, gratuite, la radio d'avant, je veux dire, parce que maintenant ici, maintenant la radio est autre chose. Mais ça, c'était quelque chose qui s'est produit juste après la fin du mandat du président Enrique Peña Nieto. Il y a voilà, un très gros média, un très groupe médiatique qui est venu lui proposer de juste passer le signal de l'émission qu'elle produisait déjà par Internet et de le broadcaster, je ne sais pas comment on dit exactement en français, sur l'antenne. Donc, dans ce sens, elle a vraiment fait un grand pas parce qu'elle a gagné toute son indépendance. Il n'y a pas maintenant de liens éditoriaux avec les entrepreneurs de ce groupe et le contenu de l'émission lui appartient. Euh, Par contre, on avait peut-être imaginé qu'à partir de la victoire du nouveau président, Andrés Manuel López Obrador, elle aurait été épargnée de certains problèmes, disons. Elle a quand même continué de faire son travail, donc elle a pointé du doigt et révélé une énorme enquête sur, à nouveau, toute une affaire de corruption au sein de l'agence journalistique de l'État, ce qui forcément n'a pas beaucoup plu le gouvernement, et elle a été victime d'une énorme campagne à travers Internet pour la desprestigier, ce qui était très très virulent et très très violent aussi il y a quelques mois. Mais elle ne cède jamais. Et si on a envie d'écouter son émission, comment est-ce qu'elle s'appelle? Alors, Aristegui Noticias, donc le mot pour nouvelles, .com, et c'est là où, sur son site internet, il y a quotidiennement son émission et puis juste son journal, disons. Et on a une dernière question rituelle pour tous nos cinéastes, Juliana, c'est est-ce que vous pensez que le cinéma peut faire concrètement changer les choses, fait concrètement bouger les lignes? Je le pense de plus en plus, mais j'imagine que vous le pensez ici aussi, parce que c'est la raison d'être de ce festival. Euh, il y a quelques jours, j'ai appris une bonne amie cinéaste mexicaine qui avait suivi il y a 15 ans une femme qui avait été condamnée aux États-Unis à la perpétuité, qui devait mourir en fait en prison, vient d'être libérée. Ce qui pour moi était vraiment voilà, le signe d'espoir et effectivement tout le travail que cette cinéaste et sa production a fait en accompagnant cette femme qui avait été jugée à tort a servi pour la libérer. Si ça peut pas changer le monde, ça peut changer la vie d'une personne. Ça change certainement la vie des cinéastes. Et voilà, oui, je le crois, et aujourd'hui, je le crois davantage. Il faut en tout cas que nous fassions un travail de contrebalancer tout ce qui est produit par d'autres, disons. Oui, à toute vitesse. Merci beaucoup, Juliana. Et donc, c'était l'entretien autour de Silence Radio avec Juliana Fanjul. Vous pouvez découvrir le film, si ce n'est pas déjà fait, et tous nos autres films sur notre site www.fifdh.org. Mais Silence Radio va aussi sortir en salle très bientôt dans les salles suisses. Et donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à encourager tous vos proches à aller voir ce film magnifique. Merci.